Coué, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast, ici à La Tuque, au centre Sagégan, dans notre nouvel emplacement qu'on s'est habillé tranquillement. Je pense qu'on va continuer d'évoluer là-dedans pour une saison 2 de Coué Podcast. Aujourd'hui, un épisode très spécial avec une personne que je connais, Paul-Yves Wezino. Coué? Quoi? Ça va bien? Ah ouais, ça va bien. Paul-Yves, t'es ce qu'on pourrait appeler un guérisseur traditionnel. Oui. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils m'appellent. Pourrais-tu m'expliquer c'est quoi que ça fait un guérisseur traditionnel? C'est-tu une job à temps plein, ça, ou c'est-tu plus un mode de vie? On devient pas guérisseur traditionnel. On est initié à être un guérisseur traditionnel. Si je regarde mon parcours, c'est vers l'âge de 5 ans que mes mentors ont commencé à m'initier dans l'art de guérir, dans l'art de parler, dans l'art d'animer des souhaits, tout ça. Ce qui est important pour moi dans ce que je suis maintenant, comme guérisseur traditionnel, c'est sûr que mes mentors, ils m'ont initié très jeune. J'avais 5-6 ans, si je me souviens bien, j'avais 5-6 ans. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi moi? Mon père, il m'a initié, pourtant j'avais des frères. Puis Antoine Ouachus aussi avait ses garçons. Puis aussi, il y avait Néry Tchati, ses garçons. Puis Pete Tchati avec ses garçons. Puis je me posais la question, pourquoi moi? Pourquoi vous m'initiez? Pourtant, vous avez votre fils. Puis Antoine, ce qu'il disait, si c'était moi qu'il fallait décider pour toi, ce ne serait pas toi qui serais l'initié. Sauf que là, ce qu'il disait, c'est un appel qu'il y a eu. Il fallait que c'est toi. C'est pas moi qui ai décidé, mais c'est toi qu'il fallait que je donne. C'est la même chose à Néry Tchati, puis Tchati aussi, puis mon père aussi. C'est comme ça que ça a commencé mon initiation, quand j'avais l'âge de 5-6 ans. Puis ce qui était important, dans ma première initiation, c'était vraiment au niveau de la vie. Puis quand on regarde au niveau de l'enseignement de la vie, ce que mon père m'avait, ça je me souviens très bien encore, c'est comme c'était hier pour moi. Ça, j'avais peut-être 5-6 ans, là. Quand mon père est venu me chercher, on jouait, moi et mon ami Jean-Marc. On jouait au petit auto, là. C'est nous autres qu'on fabriquait, c'est dans les années 60, 65, 66. On fabriquait avec des 2x4. Puis on fabriquait notre auto avec ça. Fait que là, il est venu me chercher pour me dire, viens, mon garçon, on va aller écouter les cris de la vie. Pendant que tu étais en train de jouer. J'étais en train de jouer, ben oui. Viens, mon garçon, on va aller écouter les cris de la vie. Puis dans notre temps, là, on respectait nos parents. Il fallait pas contredire. Fait que là, j'ai suivi. Puis j'avais dit à mon ami, Jean-Marc, attends-moi là. On s'en va écouter les cris de la vie. Il faisait beau, c'était l'été. Il faisait beau, il ventait pas. Il ventait même pas. Le lac était calme. Puis là, arrivé au bord de là, il y avait une vieille cabane. Il y avait une partie du mur qui était plus là, mais il y avait la structure de la porte était là, mais pas de porte. Puis là, avec l'inondation du territoire, ça fait que avec l'érosion, ça comme... on est rentré dans la cabane. Il n'y avait plus rien dedans. Puis on est assis. Puis là, à un moment donné, je posais à mon père, mais où est le cri de la vie? Je dis, attends, il va venir tantôt. Puis à un moment donné, on voyait le lac était comme des miroirs, là. Il ventait pas, mais il faisait chaud. Puis à un moment donné, ça a fait comme... ça a commencé à venter un petit peu. C'était des frises de fraîcheur, des fois, il arrivait dans la cabane. Puis là, à un moment donné, il a commencé à venter. Comme ça. Puis là, je disais à mon père, mais il va commencer à vanter, il faut retourner à la maison. Il dit, non, on est ici pour écouter le cri de la vie. Puis
Avec le temps, à un moment donné, on voyait des nuages. Puis ça s'est couvert. Puis à un moment donné, c'est des grosses nuages noirs qui s'en venaient, là. Ça, je me souviens très bien quand je disais à mon père, là, papa, là, il faut retourner à la maison parce qu'il va y avoir un orage, la pluie. J'ai dit, on est ici pour écouter le cri de la vie. Puis à un moment donné, ça s'est couvert, puis on voyait au loin des éclairs de tonnerre. J'ai su qu'il y a une orage qui s'en venait. Puis là, ça commençait à venter, quand c'était la pluie, puis plus que ça approchait, plus que c'était les éclairs, on attendait le grondement des tonnerres. Puis à un moment donné, c'était proche, là. Tu voyais l'éclair, là, tout proche, tout proche. Puis là, ça a passé. Puis là, ça comme, quand ça a fini, là, je disais à mon père, on va-tu retourner? Attends, il faut attendre la lumière au loin. Mais là, il était tout couvert. Non. Tantôt, il va y avoir une ligne plus loin. Après ça, on va y aller chez nous. Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Le calme, ça s'est calmé. Puis à un moment donné, au loin, on voyait comme une ligne. Puis l'autre bord, il y avait rien, il y avait juste le soleil. C'est comme des nuages, quand ça a passé, le soleil il était réapparu. Puis c'est vraiment, à ce moment-là, quand ça a tout passé, ça est devenu calme. Il y avait l'humidité, ça, je me souviens très bien. Puis c'est l'homme qui m'a dit, « Puis, t'as-tu écouté de la vie? » J'ai dit, oui. J'ai dit, écoutez. Puis on est parti chez nous. Puis Jean-Marc, c'est plus là, je sais pas ce qu'il était rendu. Puis là, à 95, ma soeur est décédée. Ça, c'est l'examen de ma vie, là. Elle a dit, Pauline, te souviens-tu quand on avait été au bord du lac pour écouter le cri de la vie? J'ai dit, oui. Ah, oui, ça, je me suis pas... Ça, j'ai jamais oublié. OK, dis-moi, c'est quoi? Mais moi, j'avais rien compris, là. J'avais juste 5 ans, là. 5-6 ans. Comme ça, t'as jamais rien compris. Toutes ces années-là, là, t'as pas compris. Et non. Non. Puis là, il m'a dit, OK, après le service de ta soeur, là, tu viendras me voir à la maison. Puis je suis allé voir à la maison. Là, il était au salon. Là, il a commencé à me parler, là. Pourquoi tu l'as pas dit, tu l'avais pas compris? Avec toutes ces années-là, tu l'as jamais compris c'était quoi la vie. C'était quoi le cri de la vie. À partir de maintenant, ma soeur est morte au mois d'août. Tant aussi longtemps que tu n'as pas trouvé c'était quoi le cri de la vie qu'on avait été écouté là. Je te parle pas. Hey, c'est ton père qui te parle, hein? Ou septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois. Il m'a pas dit un mot. Quand j'arrivais chez ma mère, c'est ma mère qui répondait, « T'as-tu trouvé le cri de la vie? » Je dis non. Mon père se lève, soit qu'il sort dehors, ou bien qu'il s'en va dans la chambre. Après 2 mois, là, puis j'ai commencé à réfléchir, là. Ils ont des prétendent m'initier dedans. C'est un bel exemple que mon père me faisait des questions. Puis là, à un moment donné, j'ai dit ça à ma mère, mais il prétend qu'il m'enseigne c'est quoi la vie, mais là, il ne veut plus me parler. Non, il t'a donné un enseignement quand tu avais 5-6 ans. C'est à toi de trouver. Novembre, j'essaie d'aller voir mes 3 autres mentors. Antoine, il dit non, je ne peux pas te le donner. C'est ton père qui veut. Néry, non, je ne peux pas te le donner. C'est ton père qui faut que tu donnes la réponse. Petit aussi. Au mois de décembre, là, j'étais un peu découragé. Là, c'est mon père, là, il veut pas me parler à cause que j'avais pas compris c'était quoi le cri de la vie. Au mois de décembre, puis je me souviens très bien quand j'ai trouvé la réponse. C'était le 19 décembre. J'étais chez nous, en train de... C'était quoi le cri de la vie? C'est quoi qu'il voulait m'enseigner quand on était au bord du lac? Puis là, à un moment donné, je me suis souvenu de mon garçon.
mon aîné. Parce que j'ai eu 5 enfants. Puis je pensais à mon premier, à Raoul. Puis je pensais à l'accouchement, tout ça. Puis parce que j'ai assisté mes 5 enfants à l'accouchement. Puis je pensais à mon garçon. Je me souvenais que j'avais été à l'hôpital, à la salle d'accouchement. Puis là, j'essaie de visualiser l'accouchement. Puis là, je voyais mon garçon venir au monde, tout ça. Puis quand j'ai coupé le cordon ombilical, là, il a crié. Là, ça doit être ça le cri de la vie. Ça doit être ça le cri de la vie. Mais là, comment? On n'était pas dans l'accouchement, il me disait, on était au bord du lac. Puis là, quelque temps, je pense que c'est 2-3 mois avant, là, j'ai dit, ouais, là, j'étais là, il y avait l'hôpital, il y avait mon bébé, il a pleuré le cri de la vie. OK. Là, je me souviens que il y avait une émission, je pense que c'est Découverte. Une émission, où on parlait le cycle de la vie. Fait que là, je regardais, là. Je me disais, ouais, mais le cycle de la vie, puis le cri de la vie. Puis là, je pensais à ma mère, puis je suis allé voir à ma mère. Tu l'as, la réponse, mais c'est à toi de trouver. Ton garçon t'a montré c'était quoi la réponse. Pensez comment que ça a été à l'accouchement, comment ça a créé ton garçon. Puis là, j'ai fait le lien avec les 4 éléments de la vie, l'eau, feu, terre, air. Puis là, je me disais, oui, l'eau, c'est là que la conception de l'être humain, dans l'eau, dans le ventre de ta mère. Après ça, il y a le feu qui vient après, la chaleur de ta mère. Puis, la terre. Puis tu es arrivé à la terre-mère. Mais le premier élément que tu racontes quand tu arrives sur la terre, c'est l'air. C'est là, l'air, oui, l'air, mais comment l'air? Puis là, je me souvenais de l'émission de la découverte. C'est parce que pour qu'il y ait un éclair, ça prend l'air. L'air chaud, l'air froid. Tu sais, l'éclair, ça fait comme... Dans une fraction de seconde, c'est l'éclair. C'est ça la porte de l'esprit. C'est ça l'écrit de la vie lui-même. Quand les deux se rencontrent, les éléments de la vie, entre l'air chaud et l'air froid, qui fait l'étincelle, qui fait le cri de la vie, la naissance d'une étoile, la naissance d'un esprit. C'est là que quand j'ai tout expliqué ça à mon père, la prochaine fois qu'on te demande, qu'on te donne un serment, rassure-toi que tu as bien compris. Puis c'est comme ça que le premier enseignement que je l'ai manqué. Puis les autres, ça a été comme... Puis avec toute mon initiation, puis à un moment donné, je posais la question, mes mentors, ils m'invitaient pour donner d'autres enseignements, d'autres initiations. Puis là, à un moment donné, ils m'ont mis dehors. OK, Paul-Yves, là, dehors. Comme ça. T'es en train de parler dans son enseignement, puis à un moment donné, OK, Paul-Yves, là, dehors. Mon père aussi, OK, Paul-Yves, là, ça c'est là, dehors. Néry Tchati, c'est la même chose. Puis Tchati, c'est la même chose. Puis là, je me pose la question, là, comment ils me mettent dehors quand ils prétendent me donner des enseignements? Puis là, à un moment donné, je me suis posé la question. Puis je suis allé voir la femme Antoine. Qui me chambre, là, il me met dehors. Pourquoi qu'il me met dehors? Pourtant, il prétend être m'enseigner, là. Mais c'est pas pour rien qu'il te met dehors. Réfléchis. Pourquoi qu'il te met dehors? Fait que là, puis chaque fois qu'on me mettait dehors,
ce que ma mère disait aussi, va voir chaque fois qu'ils t'ont mis dehors, là, c'est quoi qui t'a amené à te faire mettre dehors? Puis là, je regardais mon père, Antoine, Pete, puis Mary. Je vois rien. Non, regarde, écoute là. Il doit y avoir un point commun dans les quatre là. Pourquoi il te met dehors? Puis à un moment donné, j'ai regardé mon père, Antoine, Mary, puis Pete. Pourquoi? Dans quel moment qu'il me mettait dehors? Puis là, ce que j'ai trouvé, j'ai dit à ma mère, mais là, c'est quand je pose la question qu'il me met dehors. Mais pourtant, il prétend être, il me donne des enseignements, puis il me met dehors. Mais quand tu poses une question, ça fait peut-être 10 minutes, tu n'étais plus là. Les 10 minutes, là, tu cherchais ta réponse à poser une question, tu n'es plus dedans. C'est pour ça qu'il te met dehors. Puis là, je suis allé voir Antoine, je sais pourquoi vous me mettez dehors. Parce que je pose des questions. Pourtant, c'est important de poser des questions. Non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'écouter. Tu n'es pas ici pour réfléchir. Tu es ici pour écouter. Puis tu t'en vas avec l'enseignement. Après, si tu reviens, là, tu poses des questions. C'est juste ça. Tout l'enseignement, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de puis c'est souvent, comme je disais, certaines de mes amis, ils me posaient la question comment j'ai été initié à ça. Comme je disais, moi aussi, j'ai fait le fou, là. Quand j'étais jeune, là, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, là, moi aussi, j'ai été dans le trafic, là, l'alcool puis la drogue, là. Mais ils m'ont jamais laissé tomber. C'est comme je disais à toi, parce que c'est toi qu'il fallait que je remette. Peu importe ce que tu fais de ta vie, mais il fallait que c'est toi. Puis c'est vers l'âge de 30 ans, je pense, 28, 30, peut-être dans la trentaine, au début de la trentaine, que j'ai tout arrêté, l'alcool, la drogue. Là, c'est comme ça que j'ai vraiment acheminé avec les aînés, tout le renseignement. Parce que j'ai compris aussi avec les aînés, mes mentors, chacun avait son expertise. Comme Antoine, lui, son expertise au niveau physique. Tout ce qui est rituel, tout ce qui est cérémonial, ça c'était son expertise. Mon père, lui, c'est plus la mathématique. La mathématique, c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi, de quelle façon tu réfléchis? C'est quoi ta conception des choses, ta perception des choses? Ça, c'est mathématique. Puis ça, il y a beaucoup d'enseignements aussi là-dedans. Puis Nérissati, c'est au niveau des étoiles. Les enseignements des étoiles. Puis les enseignements des étoiles, c'est vraiment quelque chose il y a des étapes dedans. Il y a 36 étapes que les aînés m'ont léguées pour pouvoir aller dans le chemin rouge, souvent les chemins rouges qu'on appelle. Après ça, puis ça, c'est vraiment au niveau émotionnel. Puis c'est plus au niveau spirituel. Avoir un sens à la vie, puis avoir une mode de vie. Fait que là, c'est tout ça. Chaque année, chaque mentor, il y avait son expertise dedans. Mais, une chose ce qu'ils m'ont dit souvent mes mentors, ce qu'on te donne, t'as une responsabilité à transmettre. Ce que nous faisons avec toi, c'est l'être humain qui est important. C'est l'être humain, peu importe sa race. C'est sûr que du monde, ils vont te dire, ils vont te piquer. Hein, là, pas libre, là, ça appartient à nous autres, ça c'est... les Blancs n'ont pas d'affaires dedans. Non. L'enseignement, c'est la race humaine. Peu importe sa race. Ce qui est important, c'est
à l'origine. Parce que c'est les peuples des Premières Nations qui ont su garder cette première philosophie de vie de la race humaine. C'est pour ça que depuis quelques années, le nom Irinio, ça s'en vient. Irinio, Irino, Inuit même, qui veut dire être humain. Fait que là, comme qu'il disait mes mentors, ce qu'on te donne comme enseignement, c'est pour la race humaine, peu importe sa race. Puis c'est là qui est important, comme qu'il disait, il y a du monde qui va vouloir protéger notre philosophie, parce qu'ils vivent toujours la colère du colonialisme. Mais il faut arrêter de victimiser. Il faut changer, c'est ça qu'ils disaient mes mentors, il faut faire le mariage de culture. Le mariage de culture, c'est de créer une nouvelle identité. La pensée nomade et la pensée sédentaire. Ça, c'est pour mettre ensemble. Autant les sédentaires qui ont besoin de la pensée nomade, autant que la pensée nomade a besoin de la pensée sédentaire. L'autre, c'est linéaire, l'autre, c'est circulaire. C'est ça qui est important, de créer une nouvelle identité qui est la race humaine. Le rêve de mes mentors, c'était ça. C'est l'enseignement qu'ils me donnent, c'est pour la race humaine. Peu importe sa race. Comme qu'il disait, il y a beaucoup... Si un peuple n'accepte pas l'autre race, il est plus circulaire et linéaire. Linéaire, c'est un doctrinal. Mais c'est ça qui est important. Il faut briser. On est dans l'ère du berceau qu'ils disent, là, mais c'est tout un changement. Puis comme je disais, j'étais jeune à être initié. Puis c'est mon dernier mentor qui est décédé, c'est en 2015, Antoine Rocher. Puis depuis ce temps-là, c'est là que j'ai commencé vraiment à donner l'enseignement, puis de ne pas avoir peur des gens, puis de ne pas avoir peur d'enseigner, peu importe la race, peu importe. Ce qui est important, c'est la race humaine dedans. Et c'est sûr aussi, avec mon premier calumet, c'est sûr que c'est dans les années 80 que j'ai eu mon premier calumet. Puis ce premier calumet-là, j'ai eu d'autres. Mais il ne fallait pas que je garde l'autre. Il fallait que je donne au niveau familial. C'est mon garçon, Raoul, qui tient le calumet, mon premier calumet. Puis j'en ai un autre. Puis ce qui est important au niveau des calumets, c'est, dans notre langue, on dit spogan. En français, c'est de la pipe, mais c'est inanimé. Mais spogan, c'est spogan qui veut dire obogan. Puis obogan qui veut dire esprit. Fait que là, c'est quand tu vas plugger, accoupler ton calumet avec le bâton, c'est la clé de la porte des esprits. C'est pour ça que c'est pas n'importe qui. Parce que quand tu bloques le bâton puis la pierre, tu ouvres la porte de l'esprit. C'est comme le cycle, le cri du tonnerre. Là. C'est comme si tu allumes la lumière. C'est ça qui est important. Puis souvent, les porteurs de calumet, ils n'ont pas cette idée-là. Mais juste pour être certain de bien comprendre, parce que moi, je t'ai déjà vu faire ça, mais le calumet, il est en deux parties, en fait. Oui, Il y a la pipe qui est la partie en roche, puis il y a le tige en bois, c'est ça? Ça, c'est ça ça, c'est la clé. Ça, c'est le cadenas. Il y a le cadenas qui est la pierre, qu'on peut imaginer, mais la clé. C'est ça, la clé de la porte des esprits. Quel est le calumet là-dedans? Quand tu fais ça, c'est comme tu ouvres cette porte-là. Comme dans l'enseignement de la vie. Tu as le pouvoir d'ouvrir cette porte-là. C'est toi, là. Puis quand je fais mon cérémonie, j'ouvre cette porte-là.
Mais il ne faut pas que je l'oublie de la fermer. Quand j'ai fini, je fais appel à mon père, à ma mère qui viennent m'assister, d'aller chercher les grands-pères des gens qui vont participer aux cérémonies. Mais quand j'ai fini, avant de le débloquer, je demande à mon père, ma mère, que j'ai convoqué à venir, qu'ils ramènent les esprits qui étaient présents là. Puis c'est là que quand je débloque, c'est que je ferme la porte. Puis souvent, les gens, ils ont pas cette réflexe-là. Fait que là, ils vont commander les esprits, mais sans vraiment laisser partir, parce que là, ça devient un esprit errant. C'est tout ça, là, qui... Puis aussi, ce qu'ils m'ont appris aussi, souvent, les gens, quand ils parlent de l'aromédicinal, c'est l'être humain lui-même, avec ses 13 outils, avec les 7 principes, le code éthique. C'est ça, là, c'est l'être humain. Quand on parle des 7 principes, c'est les 7 valeurs personnelles, qui va devenir un code d'éthique selon tes valeurs personnelles. Puis souvent, les gens, quand ils parlent de l'aromédicinal, ils vont parler de les cours, les directions, cérémonies. Ah ouais. Mais c'est pas ça l'aromédicinal, c'est les théories. Mais si tu veux que ça marche, les théories, ça reste inanimé. C'est l'aromédicinal qui est animé. C'est toi, en tant qu'être humain, avec ces directions, avec les courants, c'est toi qui anime. Mais souvent, les gens sont comme... souvent, les gens, ils vont prétendre être détenteurs d'un enseignement qu'ils ne connaissent même pas. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, je pense qu'il faudrait si on veut que les gens comprennent un peu certaines choses, je pense que j'aimerais ça qu'on développe un peu sur la partie cérémonie. Mm-hmm. Quand tu parles de cérémonie, là, premièrement, c'est parce que tu parlais un peu de ça. Puis après, au pire, on pourra revenir sur la partie vraiment développement, puis la roue de médecine, puis les gens aussi, parce que t'es pas tout seul à faire ça, j'imagine. Non. Il y en a d'autres là, qui font un peu ce que tu fais, mais chacun a un peu ses méthodes uniques. Mais pour commencer, j'aimerais ça savoir concrètement, c'est quoi les cérémonies que toi, tu fais ou que tu offres, puis à qui aussi tu les fais? C'est qui a ce besoin-là? Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans, puis de rituels aussi. Moi, dans ma croisière d'apprentissage au niveau spirituel que mes mentors m'ont transmis, c'est les enseignements des étoiles. Puis l'enseignement des étoiles, c'est toi-même. Même la terre de suer est en forme d'étoile. Fait que là, c'est chaque détenteur d'enseignement, chaque guide, il a son propre souhait aussi là-dedans. À ma connaissance, il y a les souhaits de l'eau, souhaits de l'ours, souhaits d'aigle. Il y a beaucoup de souhaits. Il y a beaucoup de cérémonies. Puis dans chaque mentor ou chaque guide, il a son propre art, comment transmettre son enseignement par rapport aux cérémonies. Comme moi, la cérémonie que je fais, c'est le souhait d'étoile. Puis le souhait d'étoile, c'est axé sur l'individu lui-même. Puis il y a 4 totems qui sont importants dans cette cérémonie-là. Quand on fait le souhait, c'est les 4 totems à l'intérieur. Mais il y a aussi les trois autres totems qui sont à l'extérieur. Puis les 4 totems qu'on fait quand on fait la cérémonie de le souhait d'étoile, c'est vraiment le premier passage, c'est le passage de l'aigle. Puis le passage de l'aigle, c'est important, parce que c'est axé sur l'individu. Un aigle, il fait le lien avec l'être humain, avec les 13 outils. Puis l'aigle, lui, l'énergie de l'aigle, c'est d'être capable de voir loin, comme un aigle qui va très loin, avec ses captures, de quoi qu'il va manger. Mais c'est la même chose qu'on doit faire avec nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas oublier,
on est des êtres de lumière. Puis un aigle, c'est Awizish Kamret. C'est-à-dire, c'est un aigle de lumière qui vole. Mais il y a un nom, cet aigle-là, qui est Megizon, qui est l'aigle. Fait que là, ça nous donne comment avoir des visions. Tu sais, souvent, aujourd'hui, les Premières Nations, cette absence-là est flagrante. Parce que c'est la vision qui détermine nos valeurs personnelles. Puis si tu n'as pas de vision, c'est là qui est important avec l'enseignement de l'aigle. C'est vraiment le rituel de l'aigle qui est important d'avoir plus loin. Il y a des enseignements de l'aigle, il y a les rituels de l'aigle, c'est là-dedans. Fait que là, ça, c'est la première étape pour le saut d'étoile. Puis la deuxième étape, c'est vraiment au niveau du loup. Du quoi? Le loup. Le loup, OK. Ouais. Dans chaque meute de loup, il y a un chef de meute. C'est le chef de meute qui décide quand chasser, quoi chasser. Puis les autres loups du meute, ils vont suivre le chef. Mais c'est pas le chef qui va chasser, c'est les autres loups là, qui vont chasser. Fait que là, c'est la même chose pour l'être humain. Le chef de meute de l'être humain, c'est son esprit. Ton esprit à toi. Puis ton meute, c'est tes 13 outils. Les 2 pieds, 2 mains, 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, ta bouche, ton corps et ton sexe. C'est ça ton meute. Mais c'est toi qui es le chef de meute. C'est toi qui le boss. C'est toi qui décides ce que tu veux faire avec tes 13 outils. C'est là qu'est important le loup. L'enseignement du loup. Après ça, il y a le castor. Puis le castor, lui, c'est un autre enseignement qui est la persévérance, le courage. Parce que le castor, dès qu'il vient en mort, dès qu'il commence à nager, il va observer, puis regarder, puis imiter avec ce que les autres font. Fait que là, tout le monde travaille en même temps. Il faut que tes 13 outils, c'est la même chose. Il faut que ça travaille tout en même temps, de concert. Fait que là, puis comme un castor, lui, il y a toujours un barrage. Puis le du castor est toujours dans le milieu. Puis quand tu regardes de haut, il y a toujours comme un cercle. Puis son être est au milieu. Fait que là, c'est comme l'ovule de la femme. Avec de l'eau là-dedans, avec les castors qui nagent autour de... C'est très symbolique. Puis des fois, il va y avoir... quand le castor va être attaché d'un arbre. Mais c'est l'entrée du sperme pour aller dans l'ovule. C'est tout un enseignement là-dedans avec le castor. Après ça, il y a le loup. Pas le loup, l'ours. Connaît tes limites. L'ours, lui, c'est vraiment un enseignement, connaître tes propres limites. Connaître où est-ce que tes limites à toi. Pour pas que tu dépasses ton limite. Fait que là, l'ours, lui, c'est ça qu'il fait chaque fois, à chaque année qu'il se lève, qu'il sort de sa tanière, il va limiter son territoire. Il n'ira pas l'autre bord. Il va y aller quand c'est une question de survie. Il va y aller. Mais ça, aussi longtemps, c'est pour ça qu'on voit, quand on va dans le bois, il y a des branches sont coupées, les arbres sont cassés. Mais c'est en train de limiter. Fait que là, chaque être humain doit limiter son propre terrain. Puis ça, avec l'enseignement de l'ours, parce que quand même, avant de sortir de sa tanière au printemps, la première chose qu'il va manger, c'est les croûtes. C'est les croûtes de ses 4 pattes. Ah, les coussins, là? Les coussins, oui, parce que lui, ça va pousser. Parce qu'il ne mangera pas beaucoup, là. Il va jeûner toutes les vaches. Fait que là, quand il se réveille, la première chose qu'il va manger, c'est des croûtes. Parce que ça marche mal quand il y a trop de croûtes là-dedans. Fait que là, il va le manger. C'est la première nourriture qu'il fait. Ah, les croûtes. Oui, les croûtes. OK, j'avais pas entendu ce que tu voulais dire. Oui. Parce que c'est dans ses paumes de main, c'est ça? Oui. C'est les croûtes qui a poussé là-dedans. En arrêt de ça, il a poussé une nouvelle semelle. Ah. Ouais.
Fait qu'il va manger ça pour déterminer son nouveau départ pour lui. Fait que là, quand tu fais un jeûne, c'est la même chose. C'est pour faire un nouveau départ. Puis connaître tes limites. Ça, c'est au niveau du croissance personnelle. Mais il y a le monde intérieur puis le monde extérieur. Puis le monde extérieur, il y a 3 totems qui sont importants là-dedans. Le 5e totem, qu'on parle beaucoup, c'est la moufette. La moufette, c'est vraiment important. Parce que là, il y a un enseignement qui est donné la moufette. Selon la légende, la moufette, avant qu'il devienne moufette, était un être humain, un homme. Fait que là, dans son vécu, c'était un être humain qui faisait à sa tête, qui pouvait briser les choses, qui pouvait se calmer. Il était mauvais. Puis il y avait ses amis qui étaient là. Puis il a fini par endoctriner tous ses amis. Puis à un moment donné, les amis sont partis. À un moment donné, il s'est trouvé tout seul. Mais là, ce jeune-là, il s'appelait Shigaku, qui veut dire moufette. Puis Shigaku, lui, quand il s'est trouvé tout seul, il s'est demandé pourquoi les autres sont partis. Puis il a essayé de voir, de prendre... parce que chaque fois qu'il arrivait à son village, chaque fois qu'il voyait ses amis, il partait à courir. Il voulait rester. C'est là qu'il s'est posé la question, mais pourquoi qu'ils fuient? Pourquoi qu'ils sont pas avec moi? Puis là, même quand il arrivait dans son village, il y en a qui disaient, non, je crois qu'il va arriver. Mais tout le monde se plantait à partir de soit rentré dans les maisons. Puis là, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Puis il y a une pause pas loin du village qui est allé cacher là. Puis il a attendu son ami, un de ses amis. C'est là qu'il a sauté dessus. Il l'a battu. Donné des coups de pied, coups de poing, tout ça. Jusqu'au moment où il a failli tuer. C'est là qu'il a demandé, pourquoi vous ne m'aimez plus? Il dit, non, on t'aime toujours. C'est ton comportement qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on fuit. On fuit de ta mauvaise influence sur nous autres. Puis, pendant qu'il parlait, ça est devenu noir. Il y a eu un bouleversement. C'est comme ça qu'ils se sont perdus. Puis ce gars qui s'appelle Moufette, il s'est trouvé tout seul dans la noirceur. À un moment donné, il y a une lumière qui s'est envenue, il est allé là. Puis il est rentré dans la lumière. Puis là, quand il est rentré dans la lumière, il était surpris. Quand il voyait du monde, tout le monde partait à courir. Puis là, il arrive au village, tout le monde part à courir. Il se demandait pourquoi. Pourquoi qu'il était comme ça? Puis à un moment donné, il s'est regardé comme il faut. C'est là qu'il s'est aperçu qu'il n'était plus un être humain, mais qu'il est devenu une vraie moufette. Une vraie moufette. C'est pour ça que les gens partent à courir. En gros, c'est la senteur qui n'aimait pas. Fait que là, c'est là que l'enseignement de ça, si tu fais pas attention, tu vas être comme une moufette. C'est les gens, c'est le sentiment. Juste la senteur là, du bien-être. Là, les gens ils vont fuir de toi. S'ils voient que tu as une mauvaise influence sur les autres. Fait que là, c'est... On est rendu au 6e. Hein? Mais moi, il faut que j'aille faire pipi. Parce que là, je commence à avoir l'eau qui descend. Okay. Je vais prendre juste 2 minutes, je reviens, OK? OK, va parler tout seul, là? Ouais. On est rendu au 6e totem. OK, 6e totem. Le 5e, c'était la moufette. Ouais. Puis, le 6e, c'est le porte-épique. Puis le porte-épique, c'est un enseignement qui est très important aussi, qu'il faut marcher tranquillement. Si jamais tu racontes un porte-épique, oui, il va partir à courir, mais quand il va sentir que tu ne feras rien, il va te regarder. Il va te regarder comme ça, tu peux marcher à côté, tu peux parler avec lui, mais ne va pas toucher son dos, parce que tu risques d'avoir une surprise, là. Si tu touches le dos, c'est pas juste
une fléchette de porte épée que tu vas recevoir, c'est peut-être une trentaine, même une quarantaine. Mais c'est comme ça aussi dans la vie. Il faut faire attention avec tes tresses aussi. Parce que c'est pas juste toi qui va te faire mal, c'est tout ton environnement. Comme le lancement des dards de porte-pique. Ça va dans cette direction. Mais c'est ça le porte-pique, le sixième totem. C'est à toi. Puis le septième totem, souvent les gens, quand je pose la question, c'est quoi ton septième totem? Faut pas oublier que les totems, c'est des totems animés. Il faut qu'il y ait un esprit dedans. Puis le septième totem, c'est le dernier, c'est l'accomplissement des 7 directions. Est, sud, ouest, nord, le cosmos, la Terre, puis toi. La 7e direction. Fait que alors, le 7e totem, as-tu une idée c'est quoi? C'est qui? Ben, c'est l'humain. Voilà, c'est toi. C'est toi qui es le 7e totem. C'est toi qui va faire marcher les 6 totems. Les 5e, 6e, puis 5e, c'est ton environnement. Puis celui de l'ours, le castor, le loup, puis l'aigle, c'est ici. Mais les trois autres, c'est ici. C'est ça qui est important. Puis souvent, les gens, puis ça, les gens, ils vont parler de totem, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais il y a tout un enseignement derrière. Parce que j'avais un ami, il dit, Paul, donne-moi un nom. Je vais avoir un nom spirituel, un totem. Mais c'est quoi tu aimerais avoir? Un aigle. Ah oui? Oui, un aigle. Mais je ne suis pas rendu là pour donner des noms. Mais il y a un monsieur qui vient des fois, et tu pourrais demander, lui. Puis à un moment donné, il t'a dit, hey, Paul, j'ai eu mon nom. Mon totem aussi. C'est quoi ton totem? Mais c'est l'aigle. Wow, c'est beau, Megizio. Puis là, il dit, ah ouais, j'espère qu'il va travailler fort, là, l'aigle. Une semaine après, je m'en vais voir. Je m'en vais voir le matin. Puis là, j'arrive chez son père. Puis là, il avait averti sa mère qu'il avait reçu un nom, qui était Megizio, l'aigle. Puis là, j'arrive là, puis la mère, il comprend, tu sais pourquoi. Mais là, Megizio, il couchait encore. OK, c'est bon, je sors. Une journée après, je retourne voir à l'heure des années. Ben là, Megizio est encore couché. Ouais, il me dit, là, il dit quasiment la moitié de la journée, là. Puis là, je retourne voir, là, vers 3h, 4h. Ben là, ouais, Megizio, il dort encore. Dans l'après-midi, ben oui. C'est pas un aigle, c'est un ours en hibernation. Puis là, ouais, je vais revenir, là. Puis je vais aller voir, je pense une semaine après, je suis retourné voir vers 6h, 7h. Et ça fait pas longtemps qu'il s'est réveillé. Ouais, je dis, ton aigle travaille bien, hein? Ce serait plutôt un hibou, ton. Ah ouais, un oiseau de nuit, ben oui. Un oiseau de nuit. Va donc chier, toi, pour Ouais, vivre. ben voyons donc. Ben ouais, t'es fâché contre moi, là. Je voulais savoir d'être un dehors. Moi, qu'est-ce que c'est, moi? Je sors dehors. Puis j'ai attendu qu'il vienne me voir. Je pense au bout de 2 semaines, 3 semaines, il est venu me voir. Paul, j'ai réfléchi beaucoup à ce que tu m'as demandé. Oui, je voulais avoir un totem, un aigle, mais j'ai jamais su c'est quoi l'enseignement de l'aigle. Puis quand tu m'as dit, c'est plutôt un hibou que l'aigle, c'est là qu'il a compris l'importance d'aller chercher le savoir et connaissances de l'enseignement de l'aigle. C'est ça que tu voulais, mais c'est ça pour que tu ailles chercher. Parce que comme je disais, l'aigle, lui, il va aller coucher au coucher du soleil, puis il va se lever au lever du soleil. Mais toi, tu te lèves au coucher du soleil, puis toute la nuit, tu es debout. C'était un joueur de cartes. Puis quelque temps après, il est venu me voir. Non, j'avais vu sa mère.
Puis, qu'est-ce que t'as dit, mon garçon, là? Quoi? Ben là, il dort vers 10h, 11h, minuit, là. Il se lève le matin, même avant le lever du soleil. Je pense que mes guichets commencent à travailler. Tu sais, c'est vraiment important. Fait que là, avec les 7 directions, c'est important. Les totems sont importants là-dedans. Parce que c'est un code d'éthique. Et souvent, les gens, ils ne font pas attention quand ils trouvent un nom. Puis souvent, les gens, quand ils viennent me voir, c'est quoi les enseignements de cet animal-là ou d'un oiseau, peu importe. Mais c'est ça qui est important, c'est de connaître le comportement de l'animal ou de l'oiseau. Ou les autres proies là-dedans. C'est vraiment important. Fait que toi, dans ta vie, dans ton quotidien, tu donnes des ateliers pour des gens, pour les enseignements spirituels. Puis tu donnes aussi des sweat-lodges, des tentes de sudation à certaines personnes qui en ont besoin. Puis, c'est quoi que tu fais d'autre aussi? Tu sais, je t'ai vu tantôt, tu donnais une formation pour des gens qui travaillent en santé. Tu sais, tu donnes aussi des formations puis des ateliers pour guider un peu les gens qui connaissent pas la spiritualité autochtone. Ça fait... c'est dans les années... début 2000, que je pourrais dire. Encore, les gens... Quand on parlait de spiritualité, souvent, les gens étaient confus encore. Quand on parle des traditionnalistes, et quand on parle de la spiritualité aussi, dans beaucoup des Premières Nations, quand on parle de spiritualité, on fait référence à une religion. Mais ce que nous faisons, c'est pas une religion. C'est une mode de vie saine. Puis la spiritualité, souvent, je dis aux gens, la spiritualité, il y a le mot esprit dedans, puis la réalité. C'est ici et maintenant, la spiritualité. Ça donne un sens à la vie, ça donne une mode de vie. C'est tout, il n'y a pas de question de religion dedans. Puis ce qui est important aussi, quand on fait la nuance entre les traditionnalistes, souvent les gens, quand ils entendent parler de traditionnalistes, ils vont parler « Ah, c'est des traditionnalistes qui font des cérémonies, des rituels. » C'est comme si c'était une religion. Mais le mot, comme les traditions, c'est des rites de passage. Les traditions, c'est comme si je te disais, on cale l'orignal. Est-ce qu'on cale l'orignal au mois de janvier? Non. On cale l'orignal au mois de septembre. C'est ça qui est rituel. C'est un laps de temps. Comme nous autres, on chasse beaucoup de l'outarde. On chasse au printemps, et non l'été, et non l'hiver. C'est ça, c'est des rites de passage. Puis traditionnalistes, c'est des gens qui aiment des rituels, c'est tout. Et non la religion. Parce que souvent, avec la colonisation, puis l'endoctrinement au niveau religieux, ça a été rejeté par l'Église, même par le gouvernement, pour tuer l'Indien dans l'enfant ou dans le cœur de l'Indien. Mais ça, c'est en train de revenir. Puis c'est difficile encore, les gens ont encore réticence à ça. Même à ma connaissance, il y a des prêtres qui viennent dans mon souhait. Puis je trouve ça beau, je trouve ça bien. Mais c'est comme le problème dans les communautés, c'est l'absence spirituelle de la vie lui-même, de l'individu lui-même. Il ne faut pas oublier, quand on parle de la religion, puis quand on parle des traditionnalistes, c'est des gens qui aiment des rituels. C'est tout. Tandis qu'en religion, si tu fais appel à la Bible, mettons. Puis traditionnaliste, tu fais des rituels selon
la nature, selon les saisons aussi. OK? L'autre est vivant, tandis que l'autre est inanimé. C'est ça la différence entre animé et inanimé. Mais, quand tu racontais, excuse-moi, je veux pas te couper, là, mais si je pose trop de questions, tu vas avoir le droit de me mettre dehors comme tes aînés. Ben oui. Non, c'est juste que, genre, ça me surprend quand même, vu qu'il y a eu, pendant plusieurs années, des interdictions de pratiquer certains rituels ou certaines cérémonies. Ça me surprend quand même que les aînés qui t'ont appris ça, eux, pouvaient quand même pratiquer ou pouvaient quand même être des guérisseurs traditionnels. Parce qu'ils ont comme... Est-ce que vous deviez vous cacher, tu sais, c'est un peu ça? Ben ouais, c'est sûr. Mes 4 mentors, les autres, ils se cachaient pour faire des cérémonies. C'est ça, hein? Les jeunes, il fallait se cacher. Puis il y a toujours un rapporteur là, quand il faisait des activités. Ah ouais, hein? Un rapporteur pour avertir le curé dans le village, puis c'est le curé qui s'en allait toutes des faire. C'est que la dernière cérémonie qu'il y a eu lieu au Béjouane, à ciel ouvert, c'est dans les années 55-56. Où est-ce que là, le curé est allé là, il a tout défait, tous les objets sacrés qui étaient là. Tu sais, il a piétiné, là, Puis là, comme disait ma grand-mère, on dirait qu'il y a quelqu'un qui était fou. La force de crier, c'était diabolique, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites affaire au diable. Mais il y a certains aînés qui ont caché quand même. Ils ont fait ça secrètement dans le bois. Parce que le curé ne peut pas être à plusieurs places à la fois. Fait que là, ils ont fait des cérémonies à l'extérieur de Béjouane, parce que là, ils pouvaient pas faire dans la communauté. Même à côté de Béjouane, on appelle, il y a une île qu'on appelle l'île de la Tente Tremblante. Puis cette activité-là, ça se faisait beaucoup dans cette île-là. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Kusaptigan Nimstok. C'est-à-dire l'île de la Tente Tremblante. Mais là, c'était loin. Il fallait ramer quasiment une bonne demi-heure avant d'arriver là, en canon, dans les années, mettons, 30-40. Juste l'inondation du territoire, ça a été comme un peu abandonné. Mais ça, le nom, ça n'a jamais été perdu. Fait que là, c'est vraiment le rejet. Parce qu'à un moment donné, c'est l'Autochtone lui-même qui a rejeté son identité. Puis comme qu'il disait un de mes mentors, si tu veux tuer quelqu'un dans l'âme, enlève-y sa spiritualité. C'est ça qui est arrivé avec l'endoctrinement. Tout ce que l'Indien faisait n'était pas bon. Fait que là, l'Indien lui-même, il s'est rejeté lui-même. À cause, si tu fais ça, tu vas en enfer. C'est diabolique ce qu'ils font. Même quand on a commencé au début des années 80, nos cérémonies, c'est vraiment... on se faisait traiter de diable, qui faisait appel, qui faisait commerce avec le diable. Puis souvent, moi, je me suis toujours demandé pourquoi tellement nos aînés disent que c'est pas bon ce que vous faites parce que c'est écrit dans la Sainte Écriture. J'ai jamais compris. Puis là, il y avait un curé qui était à Béjouane qui est décédé. Ils ont fait de l'éminence. C'est là qu'ils ont trouvé un petit livre. C'était rouge. Le 7 mars 1887 qui a été fait. Puis c'est là qui est marqué nos cérémonies. La chanson du diable, nos chansons traditionnelles, nos médecines traditionnelles, la médecine du diable, nos festins après les cérémonies, le festin du diable. C'était tout diabolique. Puis souvent les gens, mais ça, ce livre-là est rendu au CNA. Il gardé là-bas. Si tu veux avoir une copie, tu peux aller toi-même. Fait que là, c'est de là que ça venait. La plupart des aînés, quand ils disaient, non, c'est pas bon. C'est marqué dans la Sainte Écriture. Parce que c'était bien marqué. Quelle date t'as dit? 1887? Ouais. C'est drôle, ça concorde avec une certaine loi qu'on connaît. Ben, tu sais, quand ils ont fait la loi sur les Indiens, puis qu'ils ont commencé à développer les pensionnats, puis qu'ils ont... Ben, c'est dans la fin des années 1800. Là. Ah ouais. C'est le 4... En tout cas, mais tu sais, ça concorde avec la religion puis la politique, là, tu sais, de commencer vraiment...
vraiment pour de vrai à essayer d'éradiquer l'Indien dans l'Indien. Oui. Fait que là, mais souvent, les gens me demandent où est-ce que tu as pris ça. Moi. C'est après le décès de Curie, en fait, le ménage, c'est là qu'ils ont trouvé Ça me surprendrait pas qu'il y ait d'autres curés dans d'autres communautés qui avaient le même livre. Ben oui, parce que ça a été écrit à Trois-Rivières. Okay. Toute la date, c'était marqué la Sainte écriture à l'usage des sauvages de la Haute-Mauricie. Hey boy. Mais là, j'ai plein de questions, là, fait que il y en a. Ben en fait, c'est des choses que je sais quand même ou brièvement. Puis ça fait 2 fois que tu parles de l'inondation à Obedjuan. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait un barrage pour l'hydro. Puis là, ça a surélevé les eaux. Toi, as-tu connu ce moment-là? Non, c'est plus mon arrière-grand-père qui l'a connu. Puis mon père, il a vécu au moment de l'inondation. Puis il y a eu beaucoup de territoires inondés. Tu sais, les castors, à un moment donné, ils n'avaient plus. Ils étaient morts noyés dans leur cabane. Parce qu'avec la hausse des eaux, l'eau n'était pas bonne à boire, l'eau, il fallait aller chercher dans le bois. Oui, parce que j'imagine que les arbres et tous les matériaux naturels... Le taux de mercure était très élevé. Ouais. À cause de l'inondation du territoire aussi. Mais ça s'est calmé avec le temps. Oui, ça s'est calmé avec le temps, mais c'est vraiment ça a été une année difficile pour nous autres, certaines familles. Là, ceux qui étaient dans le terroir a été inondés là-dedans. Mais c'est vrai. Il n'y avait plus de bouffe, sûrement, pendant une couple de... Oui, il n'y avait plus de bouffe. Ça avait... On a même certaines photos encore qu'on voit flotter les maisons à cause de l'inondation. Dernièrement, il y a quelques années, à Kikendash, pas loin du barrage Ouin, ils ont fini par découvrir que le cimetière qui était là, avec l'érosion, les eaux, on commence à ressurgir. À sortir. Ben oui, il était au bord du lac, là. Capoté. C'est vraiment puis à un moment donné, il y a eu un travail par Hydro-Québec pour empêcher l'érosion. Parce que là, il y avait plein des crans, des eaux au bord du lac, hein, à cause d'érosion. Parce que quand même, le cimetière a été élevé quand même, avec l'inondation, avec l'érosion, ça comme... Ouais, ça fait comme manger les montagnes. Ouais. Puis l'autre chose aussi que je voulais un peu parler, c'est tu parlais d'objets sacrés, tu sais, on a parlé du calumet, mais les autres objets sacrés que tu utilises pendant les cérémonies, c'est par exemple le tambour. Oui, le tambour, c'est... Il y a des rituels de passage aussi là-dedans. C'est comme quand on fait, mettons, un objet sacré. Mettons, ça, c'est le bâton du calumet. Le calumet, lui, je le touche. OK? Puis je touche ici, là. Si tu touches, ton énergie est dedans. Puis tu me le donnes, puis ton énergie est dedans. Il faut que mon calumet, le seul esprit qui soit dedans, c'est mon esprit à moi. Mais il y a un petit rituel dedans, avec un chant. Le premier chant, c'est on fait appel aux esprits de l'Est. C'est-à-dire tu le touches comme ça. Deuxième, au sud, à l'ouest. Puis au nord, tu la laisses tomber. Parce que en vol comme ça, c'est toute l'énergie qui est dedans, il n'y a aucune emprise. Fait que là, ça part tout. Fait que là, au moment qu'elle lui vole, toute l'énergie qu'il y avait dedans, c'est parti. Parce qu'il n'y a aucune emprise. Le seul emprise, c'est moi. Fait que là, je viens de purifier mon bâton de calumet. Ou le calumet. Le tambour, c'est la même chose. Toi seul peux toucher ton tambour. Fait que là, il y a les plumes aussi, sont importantes. Il y a les plumes personnelles, les grosses plumes pour l'animation, tout ça. Il y a les plumes pointeurs aussi là-dedans. C'est vraiment... même les os sont importants là-dedans. Fait que là, il y a tous les enseignements qui vont avec. Fait que là, les rituels, c'est chaque personne c'est l'enseignant qui donne à la personne qui va être initiée.
Ben d'ailleurs, toi, est-ce que t'as quelqu'un qui va... T'as-tu déjà quelqu'un qui va continuer un peu à pratiquer tes pratiques? J'ai du monde Un apprenti? Ouais, Jedi? un apprenti. Comment ils appellent ça? Les Panawan? Ouais, un Padawan. Un Manawan. Panawan. C'est un jeune Manawan. Mais oui, j'ai initié du monde. À date, j'en ai un, deux, trois, puis deux femmes que je suis en train d'initier dans le moment. Ils vont recevoir chacun leur calumet. Hop. Ouais, je suis un petit peu plus proche. Et ils vont recevoir leur calumet. Il y en a trois qui l'ont eu déjà. Les deux femmes, ils vont l'avoir aussi. Fait que là, avec le calumet, c'est ça qui autorise à animer les souhaits. Parce que ça prend une porte, une clé pour ouvrir la porte de l'esprit. Fait que là, avec ça, ça, il y a les sifflets d'aigle aussi là-dedans, qu'on utilise beaucoup. Puis avec les plumes d'aigle, les griffes d'aigle aussi, les griffes d'ours aussi là-dedans. Là. C'est toute une signification aussi là-dedans. Puis, en dehors du côté cérémonie, sweat lodge ou guérison, tu sais, tu travailles beaucoup avec des gens qui sont, par exemple, en thérapie ou qui sont en train de se sortir par exemple, d'une mort. Tu sais, je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, tu arrivais de Béjouane, tu étais allé aider une famille qui avait vécu un suicide dans la famille. Ou par exemple, parfois, tu travailles avec des gens qui sont en thérapie, qui ont besoin d'arrêter de consommer ou des choses comme ça. Ça fait partie aussi de ton parcours de travailler avec les gens pour les aider et à les guider sans nécessairement faire de cérémonie, j'imagine. Moi, comme formation pédagogique, j'ai un bac en intervention communautaire, en intervention de croissance personnelle aussi là-dedans. Fait que là, il y a mon côté professionnel aussi là-dedans, que j'ai commencé, mais j'ai eu mon bac en 1989. Fait que là, ça, c'est à côté, autre qu'au niveau guérisseur, mais où je suis comme intervenant au niveau pédagogique aussi là-dedans. Où est-ce que je vais initier des gens à se prendre en main avec toutes les formations que j'ai eues. Puis aussi, ce que je fais aussi, c'est beaucoup aider les gens à cheminer. Ça, c'est... mais ce que je fais aussi dans les interventions, je fais le mariage, les deux, entre la modernité et les traditions. Comme on parle des 13 outils. Ça, je travaille là-dessus avec les clients qui viennent me voir. Parce que c'est souvent, les gens, ils disent aux gens, si tu veux aider quelqu'un, va pas chercher tes idées à toi, mais va parler de ces outils. Où est-ce qu'ils veulent aller avec leurs deux pieds? De quoi qu'ils veulent travailler avec leurs mains? C'est quoi qu'ils veulent écouter? C'est quoi qu'ils veulent voir? C'est quoi qu'ils veulent sentir? C'est de quoi qu'ils veulent parler? C'est quoi leur mission de vie avec leur corps? Et le sexe aussi. C'est vraiment important. Fait que là, je fais le mariage entre la modernité et les traditions. Puis ça se marie très bien. C'est de créer une nouvelle philosophie d'intervention. Comme la formation que je donne, c'est comme ça. C'est de créer une nouvelle intervention, une nouvelle pédagogie, une nouvelle philosophie d'intervention en lien avec la nature. Puis ça se marie très bien. Jusqu'à date, les gens qui ont suivi la formation ou ceux qui j'ai fait les rencontres individuelles, ça fait très bien. Je ne peux pas dire que c'est pas ça, c'est comme ça. Parce que c'est une question d'animer, animer ce que tu dis, puis inanimer, c'est quand tu donnes, mettons, quelque chose à lire, quelque chose à travailler, ça c'est inanimé. Puis, qu'est-ce que tu recherches un peu là-dedans, tu sais, quand tu étais jeune, puis que tes mentors t'ont amené à devenir guérisseur, à aider ton prochain, à aider les autres.
C'est-tu devenu comme une mission de vie? Est-ce que tu trouves ça difficile? Ça, c'est sûr qu'au début, je trouvais ça difficile. Tu sais, c'est au début, c'est comme, pour moi, c'était à l'âge d'adolescence, là, où, je regardais mes amis, là, où, les autres, ils prennent un coup, mais pas moi. Parce que là, à un moment donné, j'ai lâché prise. Ah ouais, donc, pour que je vive mon adolescence. Ben oui, quand même. Fait que là, ouais, ils m'ont jamais mis de côté. Ils étaient toujours là. Mais les autres aussi prenaient un coup, là, comme dans les années 60, 70, 80, ça a été le chaos de presque toutes les communautés. Ouais, j'imagine. Fait que là, ils ont jamais lâché. Puis c'est là aussi que, à un moment donné, je pense à l'âge de 28 ans, c'est dans le début de la trentaine, que c'est là que j'ai décidé vraiment, OK. Là, j'avais eu comme un appel. Pourquoi cet appel-là? Parce qu'il y a un moment où est-ce que j'ai vraiment dans le bas fond. Où est-ce que je me suis, où j'ai eu des idées noires, que je voulais mourir. Puis à un moment donné, j'ai fait une tentative de suicide. Je me suis coupé les veines. 2 fois, comme tu peux le voir ici. C'est là que j'ai commencé à voir. C'est comme deux, ton corps et ton âme. C'est ça que ça m'a amené à aller plus loin. C'est ça qui m'a amené, qui m'a changé de trajectoire. Au lieu d'aller dans l'alcool, dans la drogue, je me suis pris en main. Mais c'est ça qui m'a amené. Les deux. Les deux lignes là, c'est entre l'être humain, entre autochtone et allochtone. Comme ça. C'est bon. Allochtone, c'est autant les Noirs, les Japonais. Il faut qu'on soit ensemble. Mais il aura fallu, quelques années après, j'ai fait le lien avec ça. C'est peut-être pour ça que j'ai arrêté de consommer aussi. Ça a été comme un changement de cycle de ma vie. Puis aussi, j'ai eu des enfants aussi, là, au travers de ça. Là, puis je continue ma formation aussi. Puis à un moment donné, il va falloir que je mette en pratique ce que j'ai réussi. En tout cas, tu parles assez bien français. J'imagine que c'était pas ta langue première. Hein? Tu parles assez bien français. J'imagine que c'était pas ta première langue. Tu as sûrement parlé atikamekw pendant des années. Oui, je parle parce que là, j'ai été... C'est mon prématernelle, puis maternelle, puis élémentaire. C'est l'ISAR. C'est l'ISAR qui nous a... Tu vas le voir. J'ai été enseigné par l'ISAR, de première année à 6e année. Après ça, j'ai été au passionnant. Fin des années 70. Non, fin des années 60-70. C'est là que j'ai appris aussi le français. Puis après ça, je suis revenu au Belgique, je suis marié. À 30 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à cheminer spirituellement. T'as appris le français au pensionnat? Au pensionnat, oui. Ça devait être une dure épreuve. Là, t'es en train de t'étouffer, je pense qu'on va... Ouais, c'est ça. Mais écoute, Paul-Yves, ça fait vraiment quand même le tour de ce que je voulais parler avec toi. Puis merci beaucoup pour les enseignements, Miigwech, Tiawak. Puis de toute façon, on va se revoir. On a travaillé ensemble aussi sur une série qui s'appelle Sur le terrain, quand on a travaillé ensemble à l'automne. Puis tu nous as même accepté dans un sweat lodge que tu faisais. Puis d'ailleurs, merci encore pour ça parce que c'est presque... En fait, je pense que c'est jamais arrivé qu'une équipe documentaire soit acceptée d'aller autant intimement dans un sweat lodge. Fait que les gens qui pourront voir ça vont te rencontrer toi, rencontrer aussi ce que tu fais dans le concret. Fait que si vous voulez voir ça, ça va s'appeler Sur le terrain. Ça va être diffusé sur APTN. Puis aussi, on va avoir un autre diffuseur aussi. Ça va être à déterminer. Mais c'est ça. Okay. Merci beaucoup, Miigwech. Puis je te souhaite une belle continuation dans ton beau parcours d'aide pour les Premières Nations.
On n'a pas parlé quand je suis arrivé à Centre d'amitié, là. Ah, ben c'est ça, le lien avec le centre d'amitié. Écoute, ben si tu veux, on peut faire une petite parenthèse, terminer Ouais. avec ça, ouais. Ouais. Quand j'ai commencé vraiment à travailler, à mettre... Parce que quand même, c'est seulement en 2002 qu'ils m'ont autorisé mes mentors à écrire tout le renseignement, toute l'approche, les 4 totems aussi. C'est là que j'ai commencé à écrire l'enseignement. Et au début, ils ne voulaient pas que je l'écrive parce que si tu écris l'enseignement, tu viens de tuer l'enseignement. Mais ce qu'ils disaient, c'est là qu'ils ont commencé à parler des totems. Attends, comment tu dis ça? Si tu écris l'enseignement, Oui, j'écris l'enseignement, tu vas le tuer? Le tuer. Mais pourquoi? Parce que tu le mets... Ah, dans l'inanimé. Oui, inanimé. C'est intéressant. Mais pour animer, ça prend un totem. Puis les 4 totems qui m'ont parlé, c'est l'aigle, le loup, le castor et l'ours. Puis ainsi avec la moufette et le porte-pique et toi. Parce que ces animaux-là, tu les trouves partout. Où tu vas en Europe, en Afrique, t'as les 4. Les 4 totems sont présents. Fait que là, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, à donner les sciences d'enseignement, à donner aussi des conférences aussi là-dedans. Puis dans mon travail, j'essaie de le mettre en pratique dans mon travail au Bédouane, mais ça parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes au niveau de l'alcool, puis la drogue, puis les suicides aussi, ce qui m'a empêché de le mettre en pratique. Puis, à un moment donné, il y a le centre d'amitié qui est arrivé. Il m'avait invité une fois dans un ressourcement des hommes, puis ça m'a cliqué, comme ça, je voulais aller plus loin. Fait que là, ça s'est arrivé comme ça. Puis aujourd'hui, je travaille 100% de l'approche holistique avec les 7 totems. Puis ce que j'ai dans le moment, les gens y adorent parce que ça vient leur chercher. Même il y a un site Nérouski qu'on appelle, je mets en pratique là-dedans, puis je suis en train de mettre la philosophie pour le centre d'amitié. Mais je prévois encore 1 an dedans pour le mettre vraiment en application dans les centres d'amitié. Nérouski, c'est le site où vous faites les sweat lodges, ouais. Mais c'est un site de guérison. C'est un site de guérison pour hommes, oui. Qui ont toutes sortes de problèmes de vie, qui vont là-bas pour juridique, se ressourcer. Drogue. Parce que quand même, on a 3 groupes. Il y a ceux qui viennent à Sursis, qui viennent au niveau provincial, l'établissement provincial, ils viennent à Sursis. Fait que là, le deuxième groupe, c'est les gens qui viennent pour le ressourcement, puis en répit aussi, qui viennent pour sortir des problèmes d'itinérance, tout ça. Là. Fait que là, je mets en pratique ce programme-là là-dedans. Puis les gens qui ont passé au travers de ça les a aidés beaucoup. Parce que le programme, ça responsabilise beaucoup, ça donne une vision de la vie, ça donne une orientation personnelle. Mais c'est ça que je veux faire avec les centres d'amitié. En mettant en application avec les 7 totems dans la philosophie du centre d'amitié. Comme tel, le centre d'amitié, il n'y a aucun à changer, mais c'est juste de mettre la philosophie de comment travailler avec la roue médicinale. Puis la formation que je donne, c'est pour comment intervenir avec la roue médicinale. Très intéressant. Mais d'ailleurs, la roue médicinale, on n'était pas revenu, mais la roue médicinale, c'est comme un peu la base un peu de l'équilibre, de la santé. C'est comme un symbole, en fait, là. Non, c'est ça l'erreur des gens. La roue médicinale, c'est pas les cérémonies, c'est pas les couleurs, c'est pas les totems. C'est pas ça la roue médicinale. Ça, c'est juste une théorie. La roue médicinale, c'est toi. C'est toi la roue médicinale.
c'est toi qui fais rouler. Pas pour rien qu'ils appellent l'arôme médicinal. Puis l'arôme médicinal, ce qu'on appelle, c'est le cercle vital de l'individu qui est dans le milieu, comme l'ovule. C'est toi. C'est toi qui va grandir, là. Puis avec tes 13 outils. C'est ça qui va vibrer l'être humain, avec ses 13 outils, avec ses 7 principes et le code éthique. C'est ça l'arôme médicinal. Les totems, c'est pas encore. On n'est pas rendu là. Mais l'arôme médicinal, c'est l'être humain lui-même, c'est tout. Après ça vient les enseignements des étoiles avec tous les totems et les mathématiques aussi dedans. Si tu ne connais pas l'arôme médicinal, comment veux-tu que ça marche? Pourquoi certains programmes, ils restent dans les tablettes? Parce que c'est théorie seulement. Puis il n'y a pas de l'être humain dedans. Parce que l'arôme médicinal, c'est l'être humain qui va faire rouler les enseignements des étoiles, la mathématique, puis les totems aussi. Si tu ne connais pas l'arôme médicinal, ton programme ira pas loin. Il risque de se terminer dans les stages. Ton message pour nous aujourd'hui, c'est une chose à la fois. Ben oui. Bon, ben merci beaucoup, Miigwech. Ouais.